Merci beaucoup Delphine et bonjour à tous. C'est une première d'intervenir dans un bateau. Et alors c'est aussi une première de commencer par prendre quelque chose que j'ai trouvé sur vos réseaux sociaux et vous dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui fera toujours la différence, c'est notre proximité. En fait, je suis très, très, très d'accord avec ça. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Et puis, on est vraiment sur une première. C'est aussi la première fois que je vais commencer par les remerciements. Et vous allez voir, on va même aussi commencer par les applaudissements. Non, non, pas là, pas là, pas là, pas là. C'est pas moi que vous allez applaudir. Le premier merci, c'est pour votre métier de coach et de psy d'entreprise. J'ai plein de souvenirs dans ma carrière d'entrepreneur. J'ai eu 4 experts comptables, quelques échecs. Et j'ai le souvenir de l'échec de ma première start-up, ici à Bordeaux, en 2005-2006. Et nous allions mettre notre vie, moi et mon associé, dans les mains d'un investisseur peu scrupuleux. Et tous nos conseillers nous mettaient des feux verts pour qu'on y aille. Seul notre expert comptable nous a fait poser les bonnes questions. Alors le deuxième merci, c'est j'ai dû remplir il n'y a pas longtemps une déclaration 2074 qui porte son nom, comme vous le savez, parce qu'elle prend 2074 heures à remplir. Voilà. Et puis, le grand merci, c'est les années Covid. Les soignants étaient au chevet des malades, les experts comptables étaient au chevet des entreprises. Au nom de tous les entrepreneurs et de tous les dirigeants que vous avez accompagnés pendant cette période, je tiens à vous remercier. Et à cette époque, vous n'avez pas été applaudis. Alors je vous invite à ce que vous vous applaudissiez collectivement. C'était ça, les petites surprises, Delphine. Bien, puisque nous sommes sur un bateau, parlons des vagues. On ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à les surfer, ou à les éviter, ou à naviguer au milieu d'elles. On ne peut pas arrêter les vagues, on peut apprendre à les surfer. Cette maxime, en fait, elle s'applique très bien au changement du monde, aux vagues d'innovation et à tout ce à quoi nous devons nous adapter, tout ce qui se passe dans le monde. Exemple, dans l'industrie de la photographie, vous aviez cette industrie florissante de la pellicule, avec des empires comme Kodak. Bon, cette industrie s'est faite balayer par l'avènement du numérique et les appareils photo numériques. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous, le meilleur appareil photo qu'on ait jamais eu de nos vies, c'est quoi? C'est notre smartphone. Autre exemple dans la musique, l'industrie du disque, industrie florissante qui a mondialisé la musique, s'est fait complètement chambouler, disrupter, le mot est faible même, c'est peut-être l'industrie qui a été le plus chamboulée par l'avènement du numérique et du téléchargement illégal. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous écoutons notre musique sur notre smartphone grâce à des applications comme Deezer. Et donc, sujet que je connais bien en effet, non pas cofondateur, mais 15e salarié qui a bâti les équipes mobiles et les applications mobiles qui sont aujourd'hui utilisées par des millions de personnes dans le monde. J'ai la chance d'avoir été aux prémices d'une des plus belles aventures françaises concernant le monde des startups. Il y a 1200 salariés maintenant aujourd'hui chez Deezer, donc voilà, ça a bien avancé. Et on a vu la photographie et la musique, mais c'est le cas dans tous les domaines. La banque, la manière dont on achète, la manière dont on voyage, la manière dont on se déplace. Vous n'avez pas de domaine qui n'ait pas été impacté par une grande vague du numérique. D'ailleurs, petit sondage, qui utilise l'application de sa banque ou le site de sa banque? Voilà, vous pouvez regarder un peu le nombre de mains levées. On a une énorme vague concernant cette révolution numérique.
Et pourquoi révolution? En fait, quand vous avez plein de vagues qui changent tout dans différentes industries, plein de vagues successives, plein de vagues parallèles, c'est une révolution. Alors, cette révolution numérique, vous le savez, elle a amené son lot de disruptions, mais aussi d'opportunités. Et les GAFA et les startups ont beaucoup surfé sur ces opportunités, et puis d'autres empires ont totalement disparu. Disruption, opportunité. Bon, si on prend un peu de recul, moi j'ai beaucoup gravité dans ce monde des startups, et il y a une décennie, vous aviez tous les 3 mois une startup qui se lançait en disant « on va complètement disrupter la compta ». Vous avez entendu ces discours-là, plein de fois. J'ai dû croiser peut-être 30 startups qui avaient ce discours-là, une, puis deux, puis et voilà. Et vous en avez un petit panel là. Ne pas y regarder serait idiot, mais est-ce que ça a vraiment fait disparaître vos métiers? Je ne crois pas. Pour les raisons évoquées, la proximité n'est pas toujours l'apanage du digital, même rarement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y regarder, et j'ai entendu parler tout à l'heure d'intelligence artificielle. Oui, vous avez aussi raison d'y regarder, d'être vigilant, de faire une veille poussée sur ces enjeux-là, mais IA, ça vaut aussi pour intelligence augmentée. Et donc c'est peut-être plutôt un outil. D'ailleurs, si je vous demande, là, je vous donne 30 secondes pour faire ce calcul, vous allez y arriver? Bah oui, vous allez sortir votre outil, votre calculatrice sur votre téléphone. Et donc je vous invite à voir l'intelligence artificielle plutôt comme ça, une sorte de calculette du futur qui peut traiter des problèmes pas seulement mathématiques. Alors oui, le rapprochement bancaire, c'est facile pour elle. Une tâche moins de valeur ajoutée. Donc en fait, ça peut faciliter vos métiers, en fait. Voyez-la comme un outil. Et puis on a parlé donc de ces disruptions et de ces opportunités. Pas d'autre choix pour les entreprises. Soit elles subissent, soit elles s'adaptent. Comment est-ce qu'elles se sont adaptées? Alors, avant tout, petite maxime de Churchill qui, dans Des heures sombres, nous invitait à embrasser le changement. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Et donc, comment les entreprises se sont adaptées? Grâce à leur transformation numérique. L'IT, l'informatique, qui était dans un petit coin dans l'entreprise, s'est mis à intégrer la stratégie de l'entreprise. Et ensuite, tous les métiers. Dans cette révolution-là, ça a surtout été le marketing digital qui a été le fer de lance de la transformation numérique. Mais vous avez évidemment des impacts du côté de la R&D, la dématérialisation du transport, des achats, de la paye, et même les RH, le SIRH, la marque employeur digital, etc., etc. Tous les métiers de l'entreprise ont dû opérer leur propre transformation numérique. Alors, c'est aussi le cas pour les PME et les TPE, qui ont eu pour certaines un peu plus de mal à s'y mettre. Il y en a parmi vous qui travaillent avec des TPE et des PME, il me semble. Ouais, la majorité. Je ne me suis pas trompé. Je pense que vous le savez. C'est un peu ça, en fait. Cette transformation numérique très compliquée, elle se passe dans la tête de 1 ou 2 personnes dans les TPE et PME. L'entrepreneur et le dirigeant. Ça fait beaucoup, sachant qu'ils n'ont pas que ça à faire. Les grandes entreprises ont des profils spécialisés, mais ce n'est pas le cas des TPE et des PME. Donc c'est l'un des enjeux sur toutes les transformations, bien prendre en compte que c'est compliqué. Et mon métier, pendant une petite décennie, ça a été d'inspirer, justement, les grandes entreprises, en en ramenant ma culture de start-upper, mais aussi les clubs d'entreprise, type le MEDEF et consorts, avec une conférence qui s'appelle « S'inspirer des startups, les secrets des licornes ». Et les licornes, c'est ces startups comme Deezer qui sont très valorisées rapidement. Prof de surf, apprendre à surfer les vagues. Prof de surf, et je l'ai fait aussi pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc être coach ou psy d'entrepreneurs sur la stratégie des startups, je l'ai fait beaucoup, je vois bien à quoi ça correspond. Alors on verra un de ces secrets. C'est d'ailleurs celui-là. Le premier secret, je vais vous en livrer qu'un en exemple, l'écoute
et l'observation. Exemple, plutôt, une des manières de faire, c'est vraiment de mener des interviews et de questionner, d'avoir des échanges avec nos clients, avec nos utilisateurs, c'est comme ça qu'on dit dans le monde des startups ou des applications. Bon, je pense que ça va vous parler, puisque c'est un peu une partie de vos métiers, d'échanger avec vos clients. Exemple, donc, chez Deezer, un bêta-testeur qui nous dit, au détour d'un café, au moment où on est en train de construire l'application mobile, « Moi, votre application mobile, je ne l'installerai jamais. » Ah, c'est embêtant. Et vous avez une question magique dans ce genre de moment, dans ce genre d'échange. Cette question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu n'installeras jamais notre application ? Eh bien, je préfère avoir mon lecteur MP3, à l'époque on écoute sa musique avec un lecteur dédié, qui a sa batterie autonome. J'ai peur que l'application consomme trop de batterie sur mon téléphone. Or, la batterie sur mon téléphone, c'est précieux. Ça se tient. On ne peut pas nier cette découverte. Alors, on fait des petits tests, on mesure la consommation de batterie de l'application Deezer. C'est une catastrophe. Avec la musique en streaming, c'est une catastrophe. Mais on sait que c'est très important de résoudre ce problème. Qu'en fait, cet utilisateur, cette conversation nous a mis sur la voie de ce qu'il faut que nous fassions. Alors, on fait de la R&D pendant 3 mois, et c'est le moment où apparaissent les playlists hors ligne, le fait de pouvoir télécharger ces playlists dans son application, et 2-3 autres leviers techniques qui nous ont permis de résoudre ce problème de consommation de batterie de l'application. Si on n'avait pas fait cette découverte, on aurait eu des gens qui auraient installé notre application, qui peut-être auraient été prêts à s'abonner, mais au bout de 2 mois, ils l'auraient désinstallée. Et on n'aurait juste pas compris pourquoi. Donc une simple conversation avec un utilisateur, un client, a changé la destinée de l'entreprise. Autre exemple, avec le téléchargement illégal. Là, on découvre que certaines personnes achètent les CD et vont quand même sur des sites de téléchargement illégal. Question magique, pourquoi ? Eh bien parce que je vais être dans la légalité, mais à cette époque, quand vous achetez un CD, il faut le passer par votre ordinateur avec un logiciel qui s'appelle un Reaper à l'époque, et c'est seulement une fois dans votre ordinateur que vous allez obtenir les fichiers pour pouvoir les mettre dans votre lecteur MP3. Et ce que nous disent ces gens, c'est qu'ils préfèrent aller sur les sites de téléchargement pour récupérer les fichiers, c'est plus rapide et c'est plus facile, c'est plus ergonomique. Nous découvrons donc que ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire d'ergonomie. Qu'ont fait Deezer et Spotify, créer une expérience plus ergonomique que le téléchargement illégal, qui était notre principal concurrent. Encore une fois, ce sont des conversations avec nos futurs clients qui nous ont mis sur la voie, qui ont changé la destinée de l'entreprise. Et puis, blog musique, ça c'était des widgets sur des blogs. Vous aviez des blogueurs qui pouvaient mettre leur playlist pour que les gens qui lisent des articles écoutent leur musique. Bon, petit succès, mais systématiquement, vous aviez des lecteurs qui revenaient vers le blogueur ou vers Blog Musique en disant « Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir écouter la musique que je veux. » Alors, vous faites 2 découvertes dans ces cas-là. La première, c'est 1, les gens sont prêts à écouter de la musique sur Internet, et 2, il est peut-être temps de créer un service qui permet d'écouter la musique qu'on veut sur Internet. Blog Musique, c'est toujours le nom de l'entreprise qui est derrière Deezer. Vous avez là le premier prototype, en fait, le premier MVP, c'est le mot, la première exploration qui a mis la voie, qui a mis Deezer sur la voie du téléchargement, du streaming. Et Spotify a fait les mêmes découvertes avec des radios en ligne. Même histoire. Encore une fois, ce sont des discussions avec les clients qui nous ont mis sur la voie. Alors, pourquoi je vous transmets ça ? C'est pour que vous ne doutiez jamais que justement, une conversation avec un client, et j'en suis une incarnation par mon expérience entrepreneuriale, va changer la vie de l'entreprise, va changer sa destinée. Et parfois, c'est apporter la bonne réponse
ou, et vous le savez bien dans le conseil, posez la bonne question, ou posez les bonnes questions. Voilà, c'est pour ça que je suis très d'accord avec ça. La proximité. Alors le numérique, c'est aussi l'accélérateur de la prise de conscience environnementale. C'est peut-être là que vous avez reçu des cartes postales du 6e continent de plastique, il y a quelques années, sur les réseaux sociaux. C'est aussi là que ont émergé des stars, comme par exemple Jean-Marc Jancovici. Ses vidéos sur le numérique, sur YouTube, sont vues à 4 millions, 5 millions de vues. C'est aussi là que sont apparus de nouveaux médias qui vulgarisent la science. Et puis, c'est là où se distribue la science. Si vous voulez accéder au rapport du GIEC, ça va se passer par le numérique. Donc, accélérateur de la prise de conscience. Et si cette prise de conscience s'accélère, c'est parce que nous avons ce super pouvoir, ce nouveau super pouvoir du numérique. Alors, vous pouvez aussi tomber sur des très chouettes vidéos d'un jeune youtubeur. Merci Anatole. Bonjour Anatole. Ça pourrait être merci Anatole. Chez Anatole, la vidéo, c'est la vidéo la plus didactique que j'ai trouvée sur les limites planétaires. Ça dure 8 minutes, je crois. Franchement, ça vaut le coup. C'est très bien fait. Bravo et merci. C'est très utile. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend quand on prend conscience de ces enjeux environnementaux? On comprend, comme nous le disait le président Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg, notre maison brûle. Notre maison brûle. Là, vous avez justement une représentation de ces 9 limites planétaires. On est dans le rouge dans 7 sur 9. Et ça s'accélère. Notre maison brûle. Et il ajoutait « et nous regardons ailleurs ». C'est ça qui a changé. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus regarder ailleurs. Vous en êtes la preuve. Et une manière de ne plus regarder ailleurs, c'est aussi, et il y en a eu quelques-uns ateliers animés au sein de l'Ordre, les ateliers de fresques. Il y a des nouveaux ateliers très innovants qui vous permettent d'explorer ces enjeux-là de manière plus simple. Je m'explique. La plus connue, c'est la fresque du climat, qui a aujourd'hui plus de 1,8 million de participants quand même, et à peu près 1 million en France. La fresque du climat, qu'est-ce qu'elle vous amène? En fait, si vous voulez lire le rapport du GIEC, beaucoup d'aspirine, 3 semaines, et je crois que vous avez autre chose à faire de vos vacances. Donc en fait, personne n'a le temps de lire le rapport du GIEC, pas même les dirigeants. Et cet atelier, en 3 heures, il vous amène l'essentiel de ce que vous avez à savoir sur les enjeux climatiques. Et ça marche avec des cartes en mode ludique, donc en plus, c'est sympathique le format. Je pense que ceux qui ont expérimenté au sein de l'Ordre pourront confirmer. Et vous avez des déclinaisons qui apparaissent dans tous les domaines, et notamment sur la biodiversité. Et dans la fresque de la biodiversité, il y a un concept qui vous est assez bien détaillé, qui s'appelle les services écosystémiques. On va reparler un petit peu des services écosystémiques au cours de ce moment. C'est quoi les services écosystémiques? En une phrase, c'est les services que la nature nous rend. Tout ce sur quoi, en fait, nos vies reposent, que la nature nous offre. On fera un peu de détails tout à l'heure. Alors quand, en tant que particulier, on prend conscience de ces enjeux environnementaux et de la situation critique qui nous concerne, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte, on change, on prend le changement par la main. Et on commence à adapter ses pratiques, peut-être consommer plus local, réduire sa consommation de viande, moins prendre l'avion, peut-être même faire ses produits ménagers ou de beauté soi-même, consommer différemment. La seconde main également. Je vous invite à une petite expérience. Est-ce que vous, ou des gens dans votre entourage, auraient pris l'une de ces pratiques de manière assez intense ces dernières années? Voilà, vous ou un proche. Ça peut être, voilà. On a quand même beaucoup de mains levées, vous voyez les vagues. Évidemment, elles ont plein de domaines différents. Chacun choisit sa voie.
Bienvenue dans la révolution environnementale. Quand plein de vagues parallèles progressent, c'est une révolution. Et le monde économique n'est pas en reste sur cette prise de conscience. Une étude nous démontre, et la Banque mondiale a aussi mené des études, que 60 à 80% du PIB mondial repose justement sur des services écosystémiques en bonne santé, sur une biodiversité en bonne santé. Et dans le domaine de la santé environnementale, vous avez un concept qui s'appelle le One Health, une seule santé. Une seule santé. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait la santé des humains, elle ne peut pas être isolée, elle s'accommode forcément d'impacts ou d'échanges avec la santé des animaux, notamment des animaux d'élevage, mais aussi des animaux sauvages, et la santé de l'environnement. Il n'y a pas d'humain en bonne santé sur une planète malade. C'est ça que ça dit. Il n'y a pas d'humain en bonne santé sur une planète malade. Alors vous avez un peu de détails là, avec un truc aussi sur le fait que déforestation, élevage intensif, réduction des espaces de vie sauvages, ça crée un truc qui s'appelle les zoonoses. H5N1, variole du singe, pour le Covid, on ne sait pas trop. Mais ça crée des virus qui sont à l'origine des pandémies. Donc ce que nous disent les scientifiques de la biodiversité, c'est qu'on augmente nos chances d'avoir de nouvelles pandémies qui apparaîtront. Et on peut se poser la question pour les entreprises, est-ce que ce ne serait pas une entreprise, un être vivant, composé de plusieurs petits êtres vivants, mais une sorte d'être vivant? Alors malheureusement, c'est comme ça qu'on a commencé nos échanges, on a tous eu l'expérience grandeur nature, que quand les humains sont malades ou qu'ils risquent de l'être gravement, c'est compliqué pour l'économie. Donc j'ai tendance à dire, santé environnementale égale santé économique. Il n'y a pas d'humain en bonne santé sur une planète malade, et il n'y a pas d'entreprise en bonne santé sur une planète malade. Alors, on peut aller de manière un peu plus tangible. Je vous donnerai des sources, mais Novetic en est une, filiale de la Caisse des dépôts. Climat, les émissions passées vont amputer nos revenus de 20% d'ici 2050. Juste au cas où on douterait, et c'est scientifique, c'est des études menées par des scientifiques, au cas où on douterait du fait que l'inaction climatique va nous coûter très cher. Quand l'économie mondiale se grippe à cause du changement climatique, on prendra l'un de ces exemples. En tout cas, le monde économique prend conscience de ces enjeux-là, et vous vous dites, ça, c'est une ONG qui a pondu cette étude. Ça n'est pas une ONG qui a pondu cette étude. C'est Swiss Re, le deuxième réassureur du monde. Oui, les assureurs s'intéressent beaucoup à ces enjeux-là. Le PDG d'AXA avait dit en 2015, un monde à plus 4 degrés est un monde que nous ne pourrons plus assurer. Alors là, c'est des anciennes illustrations, mais je les ai actualisées. L'an dernier, il y a eu moins 1 milliard pour les assureurs. 500 millions tempête Ciarán, 500 millions dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, il y a évidemment tout un tas d'aléas climatiques qui vont augmenter, comme les sécheresses, qui amènent aussi du retrait-gonflement des argiles qui peuvent fissurer les maisons. C'est assez catastrophique du côté du business des assureurs. Donc le business des assureurs est en pleine disruption climatique. Domaine connexe, l'agriculture. Alors je dis ça parce que les agriculteurs sont assurés aussi sur les récoltes. Les agriculteurs aussi sont en pleine disruption climatique. Il va de soi que les sécheresses ou la grêle qui arrive sur les champs, le gel précoce, toutes ces choses-là deviennent imprévisibles. Et vous avez en plus tantôt des inondations, tantôt des sécheresses. Cet été, c'était assez frappant. Les maraîchers français avaient beaucoup de mal parce qu'ils avaient trop d'eau. Et en Italie, c'était la sécheresse et c'était l'inverse, quoi. Donc on a vraiment ce côté imprévisible qui met à mal l'agriculture. Et l'agriculture, elle est aussi en disruption biologique, puisqu'on a la vie des sols, et ça devient difficile, en tout cas, c'est très difficile de faire pousser des choses vivantes dans un sol mort. Donc disruption climatique et disruption biologique de l'agriculture, ça peut être assez embêtant. Ce qu'il faut retenir,
j'aurais pu vous développer tous les domaines, on n'a pas que ça à faire. Tous les domaines sont impactés, d'une manière ou d'une autre. Alors c'est le cas aussi du tourisme, évidemment, etc. Et puis, par rapport à ce qu'on s'est dit, si on se dit que tous les domaines sont impactés, il y a peut-être une sorte de nouvelle concurrence environnementale qui s'installe. Je m'explique. Si un domaine a le droit à émettre, imaginons l'aviation, se dit, tiens, nous, on a le droit d'émettre beaucoup, parce que voilà. Et que ça vient impacter le business des assureurs. À un moment, les assureurs vont peut-être se retourner en disant « Bonjour, monsieur l'État, vous n'avez rien fait il y a quelques années, nous, on est embêtés, qu'en est-il ?» Donc on a bien cette sorte de concurrence entre les domaines, entre les droits à émettre, qui commence à s'installer. Une concurrence environnementale. On en reparlera un petit peu. Et cette concurrence, elle joue aussi au niveau des talents et de l'attractivité de l'entreprise. Bah oui, ça s'est un peu tassé, mais il y a quelques années, même à Polytechnique, les remises de diplômes, vous aviez systématiquement des étudiants qui prenaient la parole sur ces enjeux-là. Et aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas engagée dans ces enjeux environnementaux est beaucoup moins attractive pour la jeune génération et pour les talents. Alors c'est le cas aussi pour les employés qui sont à bord. Hein. La marque employeur, c'est marque employé et marque recruteur. Donc les gens qu'on recrute et les gens qu'on a à bord. Donc sujet très important, l'attractivité de l'entreprise dépend aussi de ces sujets-là. Alors on se retrouve encore dans cette révolution environnementale entre disruption et opportunité. Même sujet que tout à l'heure. Je vous donne un dernier exemple parce qu'il est très parlant. La mode. La mode, vous avez peut-être remarqué, il y a un nombre d'enseignes françaises, pas forcément françaises, pardon, un nombre d'enseignes qui avaient pignon sur rue en France, qui sont toutes en train de mettre la clé sous la porte. Et il en manque la moitié. Hein. C'est toutes les semaines, vous avez une annonce, telle enseigne est en faillite ou est en redressement. De l'autre côté, du côté des opportunités, vous avez en mode crado. Shein, le fait de faire de la mode fast fashion jetable. Et vous avez vraiment des gens qui commandent des t-shirts à 5 € pour ne pas les laver et les jeter. Hein. C'est une pratique qui s'étudie. Donc la partie en mode crado, et puis vous avez aussi en mode climat, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont appelé leur regroupement, c'est un regroupement de marques de mode qui d'ailleurs milite pour que la législation devienne plus stricte, parce qu'eux prennent des risques et ils ne sont pas récompensés de leurs efforts. C'est toutes ces marques éco-responsables que vous voyez en haut, il y en a quelques-unes, il y en a d'autres évidemment. La plus connue étant Patagonia, mais Fago, Veja, Picture. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces marques éco-responsables, qui ont bien pris la vague environnementale, elles ont des croissances à 2 chiffres pour la plupart. Intéressant. Donc on voit bien, la mode illustre très bien ce qui est en train de se passer du côté des disruptions et opportunités. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Comment est-ce que les entreprises s'adaptent? Grâce à leur transformation environnementale. Je précise, ça va plus loin que la RSE, là. Hein. La RSE se met à intégrer la stratégie de l'entreprise et tous les métiers, comme tout à l'heure. Tous les métiers sont en train de faire leur transformation environnementale. Du côté du marketing de l'engagement, communication responsable, événementiel éco-responsable. Bravo à l'organisation de cet événement qui a quand même qui a pris les meilleurs standards pour progresser sur ces sujets-là. Donc l'événementiel éco-responsable est dans cette sphère. Bravo à l'équipe d'Orga. Évidemment, du côté de l'innovation, les achats, point très important, les achats responsables. Vous avez évidemment du côté des ressources humaines, le côté culture et l'attractivité, dont on parlait tout à l'heure. Le fait que, évidemment, il est illusoire de croire que nos collaborateurs seront engagés dans ces enjeux-là si on ne les forme pas, si on ne les sensibilise pas. Et puis, évidemment, on va parler du numérique et de la compta. Alors, vous avez encore de multiples vagues dans l'entreprise. Donc, du côté de la stratégie, il faut bien voir, après ce qu'on s'est dit, qu'on a des enjeux de performance commerciale, bah oui, nos clients vont choisir des marques engagées.
On a des enjeux de performance managériale, attractivité des talents. Si vous êtes un financier et que vous vous dites, tiens, cette entreprise ne va pas trop dans le bon sens, elle risque de perdre ses talents, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur cette entreprise? Vous avez aussi aujourd'hui, par la régulation, par la législation, mais aussi pour ces raisons-là, un enjeu de performance financière. Et donc, en fait, la performance environnementale devient de la performance tout court, puisque toutes les autres performances y sont liées. Et un enjeu, pas seulement de performance, mais aussi de résilience, donc de survie de l'entreprise dans le monde de demain. Voilà pour la stratégie. Alors, aujourd'hui, on peut même se poser cette question. Ne pas prendre en compte les enjeux environnementaux dans sa trajectoire, est-ce que ce ne serait pas carrément plutôt une faute stratégique? Une erreur de gestion, voire une faute de gestion. C'est ce que je pense, en tout cas. On commence à avoir des exemples concrets. Celui-là, récent, Porsche perd 2 milliards à cause d'une inondation inattendue. Une inondation inattendue à l'heure de l'accélération du changement climatique. Mais donc un fournisseur qui est près du Rhône a vu ses usines inondées. Les autres constructeurs automobiles qui faisaient appel à ce fournisseur ont trouvé d'autres fournisseurs. Ce n'est pas le cas de Porsche. Et Porsche perd 2 milliards. Exemple parmi d'autres. Celui-là est quand même assez parlant. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du numérique? Eh bien, vous avez l'avènement du numérique responsable, mais je vais vous poser cette petite question. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus impactant côté environnemental? Est-ce que c'est le stockage des données? Est-ce que c'est la construction des appareils? Ou est-ce que c'est les usages vidéo? Alors, je ne vais pas vous faire lever la main, pour la bonne et simple raison que c'est quand on se trompe qu'on apprend. Vous savez, quand on marche, on tombe 500 fois, quand on apprend à marcher, on tombe 500 fois avant d'arriver à marcher. Donc on a le droit de se tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Je vous laisse forger votre réponse dans votre tête. Est-ce que c'est le stockage des données? Est-ce que c'est la construction des appareils? Ou est-ce que c'est les usages, par exemple le streaming vidéo? C'est bon, vous avez forgé une réponse? Alors, la plupart du temps, on répond le stockage des données. Ah oui, il y a quand même 200 000 data centers dans le monde, mais ces 200 000, en fait, c'est rien par rapport à nos 34 milliards d'objets connectés. Donc, l'impact majeur du numérique, c'est la construction de nos appareils. Et notamment à cause de l'extraction de tous les métaux qu'il faut pour les construire. Puis comme vous le savez, ils ne sont pas trop construits chez nous. Ce sujet-là, il est important parce qu'il nous rappelle que ce n'est pas seulement l'usage, c'est le cycle de vie. Ce qui est très important quand on travaille sur les enjeux environnementaux, c'est l'analyse en cycle de vie. Alors ça, c'est un sujet que les experts comptables comprennent très bien, en fait. C'est dans votre ADN de comprendre le cycle de vie de l'entreprise. Vous êtes assez doués pour ce genre de choses. Et donc, je vous ai dit accélérateur de la prise de conscience, mais accélérateur aussi du passage à l'action. On va aussi se poser une autre question. Beaucoup d'ONG luttent contre l'huile de palme dans nos aliments depuis des décennies, mais ce n'est pas ça qui a fait que maintenant, vous allez dans les supermarchés et vous avez au rayon pain de mie, sans huile de palme, sans huile de palme, sans huile de palme, sans huile de palme. C'est le même phénomène d'ailleurs qui fait que sur les jambons, le jambon blanc, vous avez sans nitrite, sans nitrite, sans nitrite, sans nitrite. Qu'est-ce qui a changé ça? Une petite application mobile. Yuka. Yuka, petite start-up de 15 personnes qui est aujourd'hui en train de déployer aux États-Unis et qui a atteint 50 millions d'utilisateurs. Fer de lance de la scène de l'impact environnemental français, c'est comme ça qu'on appelle ça, la scène de l'impact. Ces startups qui se mettent au service de ces enjeux-là. Petite focus sur la France. Dans nos 40 entreprises les plus prometteuses de l'ordre des startups de ce type-là, on en a 10% qui sont à impact environnemental, peut-être même 15%. Du côté du CAC 40, on a beaucoup de nos groupes, 10% aussi à peu près, qui sont très engagés sur ces enjeux-là. Saint-Gobain fait le verre le plus éco-responsable de la planète. Michelin est en passe d'inventer le pneu le plus durable.
Donc si la France a un peu raté la révolution numérique, du côté de la révolution environnementale, on a nos chances. Alors, je suis un expert de ce sujet-là, mais je voulais juste surtout vous mettre ces mots. Il y a le côté responsabilité, le fait de réduire nos impacts, évidemment, mais il y a aussi le côté contributif. Là, on a vu, Lucas, c'est plutôt contributif. Ça va amener des impacts positifs. Et je pense que la comptabilité est aussi dans cette équation-là. Évidemment, réduire les impacts, mais aussi avoir des impacts positifs. Et on va en parler un petit peu après. C'est le moment, d'ailleurs. Alors, du côté de la comptabilité, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une veille partagée, que je vais vous partager dans quelques temps, et vous, de toute façon, on vous l'enverra, qui vous permettra de retrouver plein de ressources qui pourraient vous permettre de renforcer vos connaissances là-dessus. Même pour ceux qui sont déjà un peu experts, normalement, vous trouverez aussi des petites pépites. Dans les choses les plus intéressantes, vous avez Alexandre Rambaud, qui est un chercheur spécialisé, qui d'ailleurs dirige la chaire comptabilité écologique. Vous avez Novetic, ressources clés sur la finance durable. Et puis l'événement ProDurable. Voilà. On va revoir quelques éléments. Et puis vous avez tout un tas de nouveaux acronymes qui sont apparus dans vos métiers. Critères ESG, double matérialité, etc. On ne va pas forcément faire le détail. Vous trouverez justement des choses dans cette veille sur ces éléments-là. Rapport de durabilité. Et ça, c'est un slide qui date de 2019. En fait, en 2019, il y avait déjà ces sujets-là. Il y avait déjà la compréhension du fait que le capital financier repose en fait sur un capital naturel et sur un capital humain. Si vous enlevez les humains de l'entreprise, vous n'avez plus de capital financier. Et donc, il fallait peut-être opérer une comptabilité en triple capital. Et vous aviez déjà une compréhension que c'était peut-être la compta qui pouvait sauver la planète. Et puis est apparu aussi le mot reporting extra-financier. Voilà. Donc aujourd'hui, ça se matérialise par la CSRD, plutôt pour les grandes, enfin seulement pour les grandes entreprises. Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est quoi? C'est la matérialisation dans le droit français de ce qui était pressenti sur comment on pouvait changer les choses, changer le monde, grâce à la comptabilité. Alors, on va retenir ensemble le terme comptabilité durable. Dans tous ces domaines-là, même sur le numérique, vous avez des mots qui se cherchent, transformation durable, transformation responsable. Comptabilité durable, pourquoi? Parce que vous avez un rapport de durabilité. Donc, comptabilité durable, ça fait sens. Donc, moi, je préfère que vous preniez ce terme-là, mais vous en avez plein d'autres. Et avant qu'on rentre dans peut-être un petit peu de détails, je vous invite à un petit exercice de pensée. Imaginons que je sois un biohacker avec une technologie très avancée et que ce petit appareil-là, il y a un petit bouton sur le dessus qui me permet instantanément de capturer tout l'oxygène qui se trouve dans cette pièce. Il est dedans. Bonne chose, j'ai aussi un bouton reverse et qui me permet de rappuyer sur ce bouton-là et de remettre tout l'oxygène dans cette pièce. Donc si j'étais ce genre de biohacker mal intentionné, je ferais et je vous dirais, voilà, maintenant vous me donnez 100 000 €, vous avez à peu près 2 minutes en fait pour prendre votre décision. Hein. Vous me donnez 100 000 € et j'appuie sur le bouton pour remettre l'oxygène dans la pièce. Vous avez saisi l'exercice de pensée? Nous sommes à peu près 500. On vient de se prouver que l'oxygène qui est dans cette pièce valait au moins 50 millions d'euros. Alors si on devait le payer, ça augmenterait un petit peu le budget de l'événement. Voilà. Et donc, il y a tout un tas de services écosystémiques que nous ne payons pas. Nous ne payons pas la formation d'oxygène pendant des millions d'années, il y a quelques milliards d'années. Nous ne payons pas le cycle de l'eau et sa filtration. Nous ne payons pas la formation du pétrole pendant 30 millions d'années. Ça prend 30 millions d'années à se former le pétrole. Il y a 400 millions d'années. Nous ne payons pas les quelques milliards d'années de R&D du vivant pour avoir inventé le bois. Oui, on exploite le bois, mais on n'a pas inventé le bois.
La R&D qu'il a fallu au vivant pour créer le bois, c'est incroyable. S'il fallait payer cette R&D. Donc nous ne payons pas les services écosystémiques. Et par contre, en tant qu'entreprise, on peut, à travers nos activités, être amené à les dégrader. Et on a vu tout à l'heure que ça pouvait impacter d'autres domaines. C'est un secteur aimé, et puis d'un seul coup, c'est les assureurs qui sont impactés. Donc en fait, le fait de détruire des écosystèmes, donc des services écosystémiques, vient impacter l'économie. C'est ça, l'équation, qui se cache derrière la comptabilité durable. Alors, phrase empruntée à Alexandre Rimbaud, l'enjeu, c'est de compter ce qui compte et d'intégrer ce qu'on vient de se dire dans la comptabilité. Alors, dans la CSRD, vous avez un concept de double matérialité. On va quand même faire un petit focus là-dedans. Vous avez d'abord la matérialité simple, financière. Qu'est-ce qui, au regard des enjeux environnementaux, pourrait impacter les finances de mon entreprise? L'exemple de Porsche qu'on vient de voir. Et vous avez l'autre côté. Qu'est-ce que, à travers l'activité de mon entreprise, moi, je vais impacter les écosystèmes et ce sur quoi repose notre économie. Donc, double matérialité. Et en fait, vous avez un petit combat, encore en cours, il n'est pas tranché, entre les deux standards. Le standard européen, double matérialité, le standard anglo-saxon, l'ISSB, qui veut pousser plutôt de la simple matérialité. Donc les Européens sont plutôt progressistes, en l'occurrence, parce qu'on comprend bien que c'est intéressant, évidemment, la simple matérialité et de mesurer ce qui impactera nos entreprises, mais si on ne fait pas le travail d'aller comprendre comment on impacte les écosystèmes avec notre entreprise, eh bien, nous ne progresserons pas. Et donc, en fait, l'Europe est peut-être plutôt pionnière. Alors, on va quand même parler un tout petit peu de la comptabilité carbone, qui fait partie de cette comptabilité durable. Ça tombe bien, si c'est quelque chose que vous maîtrisez moins, on a un jeune youtubeur vulgarisateur qui a fait une super vidéo en 8 minutes sur le bilan carbone. Et le bilan carbone, vous avez un concept qui s'appelle les scopes, qui est assez technique. Et vous avez notamment un des scopes qui n'est pas obligatoire, qui s'appelle le scope 3. Le scope 3, c'est quoi? C'est tout ce qui est émissions indirectes. Ce qui est lié à l'activité de l'entreprise, qui a lieu d'ailleurs, qui n'aurait pas lieu si l'entreprise n'existait pas, mais qui n'est pas du cœur de son activité. Alors c'est pour ça que vous avez beaucoup d'entreprises qui préfèrent ne mesurer que le scope 1 et le scope 2, parce que si par exemple vous êtes dans le pétrole, dans le scope 3, en fait, on part du principe que l'usage du pétrole, vous êtes responsable, enfin, ça fait partie de votre bilan carbone. De l'autre côté, vous pouvez vous cacher vers moi je vends du pétrole, mais ce que les gens en font, ça ne me regarde pas. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc dans ce scope 3 se trouvent aussi tous les financements. Quand vous avez des entreprises financières, les banquiers et les assureurs, évidemment, c'est souvent du côté des financements, des investissements que ça se joue. Ça peut être le cas aussi dans les investissements immobiliers. Là, évidemment, le scope 3, il est très élevé, et le cœur de l'activité, souvent, il est assez faible. Donc ça permet de comprendre pourquoi ces enjeux-là. Si on prend le bilan carbone seulement d'un point de vue comptable, reporting, on fait une erreur stratégique, je pense, parce que le scope 3, ça vous permet surtout d'illustrer, d'éclairer vos dépendances stratégiques. Parce que si demain, avec une taxe carbone, un fournisseur, une partie de votre activité, une partie prenante de votre entreprise se retrouve très impactée, alors ça peut être aussi sur les enjeux énergétiques. On a vu que le prix d'énergie pouvait augmenter de manière brutale. En tout cas, vous allez pouvoir aussi utiliser cet outil comme un outil de pilotage stratégique. Et ça, c'est aujourd'hui pas très bien compris. C'est un peu plus compris comme on nous rajoute des normes, on nous rajoute de quoi. C'est la même chose qu'un bilan comptable. Si on prend le bilan comptable juste comme le truc déclaratif, évidemment qu'on rate une dimension. Vous savez tous ici qu'un bilan comptable, c'est fait pour orienter la stratégie d'entreprise.
Même chose ici. Donc voilà, pilotage stratégique, le premier point. Et puis ensuite, ce scope 3 nous raconte aussi qu'il faut inclure toutes les parties prenantes. Pas seulement le cœur de l'entreprise, mais aussi nos fournisseurs, etc. Et qu'on peut avoir des effets sur eux, et que c'est aussi un levier de transformation. Parce que si vous êtes amené à progresser et que vous devez être exigeant auprès de vos fournisseurs, c'est ce qui se passe par exemple, moi je vis à Niort, les mutuelles sont très exigeantes envers leurs fournisseurs, bah, les fournisseurs progressent, ils sont obligés de le faire, et puis bah, eux-mêmes sont obligés de faire progresser leurs parties prenantes, et en fait on progresse tous collectivement. C'est ça l'enjeu. Et c'est aussi ce qui se cache derrière la double matérialité, progresser collectivement. Voilà pour la partie technique, et puis on va quand même se concentrer sur la biodiversité. Là c'est compliqué. Je suis désolé de vous infliger ça le matin, mais c'est juste pour illustrer bah, le fait qu'il n'y a pas, dans les émissions de CO2, vous avez un équivalent entre les gaz à effet de serre. On arrive à peu près à mesurer, à faire un équivalent entre le méthane et le CO2. Il n'y a pas d'équivalent entre les abeilles et les vers de terre. Et donc la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer. Est-ce qu'une entreprise va dégrader telle ou telle espèce? Et puis après, si on rajoute la dimension des services écosystémiques, bah, c'est encore plus compliqué. Comment est-ce qu'on mesure qu'une entreprise va dégrader l'eau potable? C'est très compliqué. Donc du côté de la biodiversité, ça se cherche beaucoup. Merci Anatole, petite vidéo où tu abordes les services écosystémiques sans les appeler comme ça, mais pour le coup, il y a bien cette vulgarisation dans tes contenus. Et je t'en remercie. Voilà, donc, conclusion sur la CSRD. Première, est-ce que, c'est plutôt pour les grandes entreprises, même que pour les grandes entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes? Quelques-unes. Quelques-unes ont commencé à publier leurs rapports. Vous commencez à avoir des rapports de matérialité disponibles. Est-ce qu'elles sont prêtes? Non, c'est panique à bord. Panique à bord notamment sur la collecte des données. Comment on récupère ces données? Aussi comment on les stocke, comment on les analyse avec encore un enjeu numérique. Donc non, c'est compliqué là. Est-ce que du coup dans cette équation, on a la maturité pour en faire un sujet stratégique, un outil stratégique? Pas du tout. Pas du tout. On va juste se mettre en conformité pour le moment, faire le rapport déclaratif. Qui sera à même demain d'en créer, de métamorphoser cet outil en outil de pilotage stratégique? Je pense aux experts comptables. Et puis, bah, si vous ne travaillez pas pour ces grandes entreprises qui sont concernées par la CSRD, bah, n'imaginez pas que ça ne va pas arriver sur des entreprises plus petites. On est aux prémices, on est au début. On s'adresse évidemment aujourd'hui d'abord aux entreprises qui ont les moyens de déployer ces choses-là, qui sont aujourd'hui compliquées, qui nécessitent des ressources en interne. Mais l'objectif est bien de déployer ça à une majorité d'entreprises demain. Voilà. Et donc, on rejoint votre métier de proximité. Ce qui se passe dans la tête des dirigeants, des entrepreneurs, dans les PME, on rejoint le sujet tout à l'heure, tout se passe pour quelques personnes seulement, et c'est bien parce qu'ils seront accompagnés qu'ils vont réussir. Et donc, je suis très, très d'accord également avec ça. Et je vous invite à aller regarder, si j'ai une ressource à vous suggérer, c'est celle-là, table ronde de ProDurable l'an dernier, valeur ajoutée et apport concret de l'expert comptable en matière de RSE. Donc là, ça ne fait pas forcément référence à la CSRD ou pas, ça fait référence à l'expert comptable avec son client, comment il peut aider son client dans sa transformation environnementale. Et si vous avez une ressource à transmettre à vos clients, et lisez-la d'abord, mais si vous avez une ressource à transmettre à vos clients, eh ben, ce serait, selon moi, le guide des acteurs et outils de la transition écologique du MEDEF, fait avec le cabinet BL Evolution, qui est une très bonne référence sur ces sujets-là. Franchement, c'est très très bien fait. Donc si vous avez une seule ressource à transmettre à vos clients, ce serait le guide du MEDEF, qui, à mon goût, n'a pas été assez évangélisé, distribué, c'est encore un peu balbutiant aussi. Voilà, vous avez un QR code ici, ou un lien, pour récupérer cette veille dont je vous ai parlé. Donc je vous laisse quelques instants pour ça. Et on tâchera aussi de vous l'envoyer, mais bon, voilà. Comme je vous en ai parlé, vous avez peut-être envie de regarder quelques-uns de ces éléments. Vous les retrouverez ici. Alors ce sera plus simple à lire sur ordinateur, mais au moins vous l'aurez.
Est-ce que la technologie fonctionne? Ça, c'est une bonne question. Elle est au premier rang, mais au fond, on ne sait pas. Bon, sinon, bit.ly/compta durable. Bien. En conclusion, personne ne sauvera le monde tout seul. Même les super-héros s'y mettent à plusieurs. Les super-comptables aussi. Et c'est exactement ce genre de moment collectif qui nous permet d'embrasser ce mouvement collectif. Et vous avez évidemment tous les mouvements d'entreprise qui sont sur ces sujets-là, le CJD étant, selon moi, le mouvement d'entreprise le plus engagé. Voilà. Et puis, j'ai eu la chance, moi, d'aller dans beaucoup de collectifs. L'an dernier, c'était auprès de l'écosystème d'entreprise du Crédit Agricole Sud-Méditerranée, dont est originaire, dans la région dont est originaire, Alfred Sauvy, cet économiste. Et là-bas, j'ai découvert cette phrase-là, je la trouve très intéressante, je voulais vous la transmettre. Ne confondons pas l'argent, simple droit à consommer, ne confondons pas l'argent, simple droit à consommer, et les vraies richesses. Les ressources en hommes, les savoirs, les marchandises, les services écosystémiques, les vraies richesses. Alors, quelles sont les richesses? Qu'est-ce qui est vraiment rare dans l'univers? Si on prend tout l'univers qu'on connaît, qu'est-ce qui est rare? Est-ce que c'est l'or? Il y en a plein, en fait, de l'or. Les scientifiques en ont détecté plein ailleurs. Est-ce que c'est le platine? Toujours pas. Est-ce que c'est l'eau? Si vous pensez est-ce que c'est l'eau, vous êtes sur la voie. Et l'eau, elle est majoritairement sous forme de glace dans l'espace, dans l'univers. On n'a pas encore de preuves concrètes d'eau liquide. Non, la chose la plus rare dans l'univers, c'est la vie. On ne l'a trouvée qu'ici. Il n'y a qu'ici qu'il y a la vie. Et la chance nous est donnée d'entrer dans la grande mission. La grande mission de notre génération. Cette mission de notre génération, ce sera aussi la mission de la génération suivante. Et c'est peut-être d'ailleurs la mission de l'humanité. Préserver la vie sur Terre. Merci beaucoup. Et nous avons un instant pour des questions-réponses. Je serai là de toute façon toute la journée. N'hésitez pas à venir me parler si vous avez des questions à me poser. Et sur les questions-réponses, n'hésitez pas aussi, si vous avez des convictions, des choses qui vous tiennent à cœur, même si vous n'êtes pas d'accord avec des choses que j'ai dites, je n'ai aucun problème avec ça, bien au contraire. Aucune question? Si, en fait, ils sont timides. Il faut qu'il y en ait un qui se lance. Allez. Alors, je m'adresse à ceux qui ont profité de l'intervention d'Anatole hier. Est-ce que ça ne vous fait pas réagir? Ça complète les propos d'Anatole, bien évidemment. Merci de vous lancer. Monsieur, vous êtes? Pardon, bonjour, Jérôme Petit, je suis expert comptable sur Bergerac. On a eu des guerres par le passé entre des idéologies positives et négatives. Est-ce que demain, il n'y aurait pas une guerre entre les gens qui polluent et les gens qui veulent sauver la planète? Alors, c'est une très, très, très bonne question, parce que l'enjeu,
c'est exactement ce que vous avez décrit, c'est le monde en paix. Si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix, c'est pour cette raison-là. Et c'est moi, quand j'anime la fresque du climat, c'est ce que je transmets. En fait, ce pourquoi l'on se bat, c'est pour un monde en paix. Hasard des lubies de certains dirigeants mondiaux, il se trouve que l'Ukraine est un bon grenier à blé, qu'il y a beaucoup de ressources minières, etc. etc. Est-ce que certaines guerres ne seraient pas, sous couvert d'idéologie ou de lutte contre d'autres idéologies, des guerres de ressources? Très bonne question. En tout cas, il y a bien cet enjeu de paix, et c'est ça qu'on essaye de préserver. Ensuite, une guerre entre les pollueurs et ceux qui ne le sont pas. En fait, il n'y a personne qui ne l'est pas. Donc c'est plus dur qu'une guerre. Les guerres précédentes, vous aviez un ennemi. Là, l'ennemi, c'est nous. C'est notre façon de consommer, c'est la façon dont on vit. C'est très dur, en fait. On doit tous changer, on doit tous faire, et on a tous ces biais dans nos activités. Et c'est très dur de changer ça. Et donc, on n'a pas d'ennemi identifié à part nous-mêmes. Et donc, chacun est le pollueur de l'autre. Hein. C'est plutôt ça le point. Et donc, je pense qu'il ne faut surtout pas stigmatiser en disant « Ah, il y a des méchants et des gentils ». Ça, ce n'est pas du tout la bonne chose, je pense. On a vraiment un sujet culturel de rapport au reste du vivant. Et je crois vraiment dans cette vague collective parce que c'est par capillarité, comme toujours d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on vous avait fait le clap hier avec Anatole. On est mimétiques, nous les humains. Quelqu'un baille, l'autre baille. Vous ne voulez pas être à la traîne. Donc si à un moment tout le monde se met en mouvement, bah, vous allez suivre le mouvement. Et c'est plutôt là-dessus que je mise, et c'est pour ça que je mise sur les entreprises, parce que c'est quand même l'endroit où on peut le plus agir et emmener un collectif. J'espère que ça répond à votre question. Mais merci, elle est particulièrement pertinente. Et les entreprises, dans un monde qui n'est pas en paix, ça rejoint ce que je vous ai présenté. Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence que j'ai adorée et merci aussi pour les coups de pub. J'ai une petite question. Il y a juste quelque chose, je ne suis pas vraiment d'accord, mais tu m'as autorisé à poser les questions. Bien sûr. Okay. C'est sur l'impact du numérique sur la transformation environnementale. Moi, je vois plutôt le numérique comme juste quelque chose où on peut déposer une vidéo, un podcast, n'importe quoi, un article, et ça va juste amplifier le discours. Mais on voit aussi des amplifications de discours climato-sceptiques. Est-ce que toi, tu es convaincu que ça peut aider à la transformation environnementale ou est-ce qu'au contraire, ça peut avoir des effets pervers? Alors, j'ai une conférence complète là-dessus, sur avec les effets de bord du numérique. Hein. Et on va rejoindre ce que Delphine a mentionné en ouverture. C'est notre feu d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à écouter Pascal Pic, très, très bon conférencier. C'est de lui que je tiens cette connaissance du feu, quand les humains ont commencé à l'adopter. Bon, le premier humain qui a découvert le feu, qui a mis la main sur une braise ou la main dans des flammes, s'est pas dit le feu c'est génial. Hein. Il est parti en courant en disant oh, ça brûle, ne touchez jamais au feu, n'adoptez pas le feu. Et le feu, encore aujourd'hui, brûle nos maisons, peut brûler. Donc c'est un outil très dangereux, le feu. Pourtant, les humains ont adopté le feu. Si les humains n'avaient pas adopté le feu, oubliez tout ce que nous avons autour de nous, là, les écrans, les sièges. Le feu, c'est la base de tout ce qu'on a réussi à faire ensuite avec l'âge du bronze, le travail des métaux, aujourd'hui le numérique. Ce sont surtout des métaux. Donc le feu, si l'humanité n'adopte pas le feu, on n'a pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, le feu est dangereux. Mais le feu a eu un effet de bord, c'est ça que je tiens de Pascal Pic. Certes, il a permis de lutter de faire peur aux prédateurs, de cuire la nourriture et de travailler, de commencer à transformer les métaux. C'est le début de l'économie peut-être même. Mais l'effet de bord, c'est quoi? C'est qu'il faisait froid là où étaient les hommes, donc ils se mettaient au coin du feu. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont mis au coin du feu? C'est-à-dire qu'ils avaient des moments protégés de chaleur entre eux, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit. Le langage. C'est comme ça qu'est apparu le langage. Parce que le langage, c'est plus compliqué quand vous êtes en train de courir dans la savane. Le fait d'avoir des temps posés au coin du feu, c'est ça qui a donné naissance au langage. D'après les anthropologues, c'est pas moi qui le...
Et ben, c'est pareil pour le numérique. En fait, les effets qu'il y aura avec le numérique, on ne les connaît pas très bien. Et sur l'IA, je suis très mesuré, elle est très polluante. Aujourd'hui, on s'en sert plutôt de l'ordre de gadgets, alors que peut-être ça peut être un oracle assez intéressant sur ces sujets-là. Je regarde beaucoup du côté de l'IA contributive, celle qu'on va utiliser pour ces enjeux-là. Dans l'agriculture, il y a des choses très intéressantes pour prévenir justement les sinistres. Les assureurs s'y intéressent beaucoup. Donc voilà, pour moi, on est dans cette équation, et il va de soi pour pas mal de choses, des fake news, la mise en cause des démocraties aussi, on est un peu en train de se brûler les doigts. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, mais cette métaphore du feu, elle n'est pas juste petite, c'est un gros morceau. Et je mise sur les humains pour faire de bons choix. Ils l'ont quand même toujours plutôt bien fait, regardez le feu. Une dernière question. Alors, Bertrand, tu levais la main. Ah non. Merci beaucoup. Alors, la Bonjour. dernière. Bona Omar, expert comptable mémorialiste. J'avais une question, plutôt à avoir une analyse. L'image est plutôt parlant, on parle d'efforts collectifs finalement. Les pays occidentaux, on a atteint un certain niveau de vie, un développement qu'on ne peut pas comparer aux pays africains. Voilà. Enfin, quelle posture on doit avoir par rapport à ces pays-là? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ces problématiques à des enfants en plein milieu de la capitale de Madagascar, à Antananarivo. Ils ne vont pas avoir le même combat, en fait. Eux, ils veulent d'abord manger. Donc, quelle est la posture qu'on doit avoir par rapport à ces pays-là? C'est aussi une excellente question, vraiment. Merci beaucoup. Je vais vous citer un philosophe africain. Il faudrait que je retrouve son nom, parce que ce serait très utile. Qui, dans une interview sur ces sujets-là, a répondu « Non mais vous, les Occidentaux, ce qui vous fait peur, c'est que vous allez vivre comme nous. » Et voilà, je pense que ça résume bien ce sujet. Donc moi, j'ai eu la chance de faire avec Orange des fresques du climat pour des innovateurs qui étaient en Afrique. Bon, ils étaient déjà très sachants du sujet. Et surtout, ils sont déjà dans l'adaptation. Donc, ils sont déjà en train d'innover sur comment on va se débrouiller face à ces sujets-là. Il y a un vrai sujet, par contre, c'est que si vous êtes sinistré déjà, vous ne pouvez plus vous adapter. Donc l'adaptation, l'innovation qui permet l'adaptation, elle a lieu avant. C'est un vrai gros sujet, l'adaptation au changement climatique, gros morceau. Les pays occidentaux ont plus les moyens de le faire. Et c'est pour ça qu'à la dernière COP, vous avez l'enjeu des pays occidentaux, ou en tout cas des pays riches, d'aider les pays émergents à s'adapter. Et donc vous avez vraiment des sujets, des enjeux financiers entre les nations, sachant qu'il y a un sujet d'injustice climatique, vous le savez probablement, ce n'est pas les pays qui vont plus subir, qui sont ceux qui ont le plus émis. Donc il y a vraiment une injustice. Voilà à peu près déjà une bribe de réponse. Et puis ensuite, je suis à peu près persuadé que c'est dans ces pays-là que vont naître des innovations qu'on utilisera nous ensuite. Si ça peut, je ne sais pas si ça peut illustrer, mais c'est déjà le cas sur la capacité à cultiver sur des terres arides. Il vaut mieux aller voir là où c'est le cas et transposer chez nous. Et les cultures aussi. On voit apparaître des agriculteurs qui testent des plantes qui sont d'habitude cultivées en Afrique. Je pense au sorgho, par exemple, dans l'agriculture. Vous avez de plus en plus d'agriculteurs français qui échangent d'ailleurs avec des agriculteurs africains. Et donc, tout ça se nourrit. Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez, mais c'est déjà une bonne piste. Voilà. Et après, si vous voulez un petit recul philosophique sur la chose, et je ne vais pas vous le citer parce que voilà, c'est un parti pris d'une personne que j'admire pas mal et qui est dans la musique for Planet, c'est Tiken Jah Fakoly. Dans les médias que j'ai cités, vous avez un Thinkerview, donc il y a 2 heures d'interview de Tiken Jah Fakoly sur ces sujets-là. C'est très très intéressant. Donc Tiken Jah Fakoly, star du reggae. Voilà, ce serait la fin de ma réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Alexandre pour cette prestation.